Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'émission L'Entretien a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Malika Matoub. Malika Matoub, la sœur de Lounès Matoub, qu'on reçoit aujourd'hui à l'occasion du 20e anniversaire de l'assassinat de Lounès Matoub, le 25 juin 1998. Malika, bonjour. Bonjour. Extrêmement heureux de te recevoir à Radio M. Peut-être qu'on aurait dû le faire plus tôt, parce qu'il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à évoquer. Pour commencer, cette commémoration, le 20e anniversaire, ça s'est déroulé donc au village, à Taouret Moussa, et de manière générale, ça a été beaucoup rapporté, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que la famille Matoub est contente de cette commémoration ? En gros, oui, parce que ce que nous avons voulu faire, on a pu le réussir, pas tout seul, bien évidemment, parce que c'est un travail de groupe. C'est un travail collégial avec plusieurs partenaires, notamment les associations, les comités de village. Il y a aussi les forêts, il y a la DTP. Pratiquement, l'APIWI de Tizi Ouzou, c'est un travail. C'est-à-dire qu'on a voulu cette année qu'il soit grandiose. Pourquoi ? Parce que c'est les 20 ans et nous avons choisi, c'est-à-dire c'était un défi de faire le zénith de Kabylie. Pourquoi le zénith ? Parce que en kabyle, on dit le zénith, c'est Ezel Kaili. C'est quand le soleil est au plus haut. Donc, d'une part, c'est par rapport à ce que représente Lounès dans cette Kabylie meurtrie. Et d'un autre côté, il a été tué en plein zénith. Oui, à la mi-journée. À la mi-journée, exactement. Et c'est une manière aussi de remercier tous ceux qui ont travaillé depuis 20 ans. Alors, j'imagine que ça n'a pas été facile parce que pour ce que représente Matoub Lounès, il y avait de vrais enjeux. Il y avait d'abord la ferveur populaire qu'il continue de déclencher aujourd'hui pour toute personne qui se déplace en Kabylie, et même au-delà de la Kabylie, Matoub Lounès, c'est incroyable ce que c'est devenu aujourd'hui. Et puis, il y a les autres enjeux. Il y avait quand même une crainte des autorités, c'est une évidence, on l'a ressenti tout au long. Et il y avait aussi des tentatives de récupération politique. Comment vous avez pu gérer tout cela, toutes ces contraintes ? Vous savez, c'est-à-dire la ferveur populaire, quand je vois depuis 20 ans, c'est-à-dire le phénomène Matoub, les ampleurs qu'il a pris, et bien évidemment, c'est-à-dire nous, on ne communique pas, c'est-à-dire on ne fait pas des effets médiatiques là-dessus. C'est que quand je vois le jour de Tahashort ou bien le Mouloud, on a autant de monde que le jour de son assassinat, c'est-à-dire c'est à se poser des questions. Donc c'est la Kabylie profonde, c'est les gens, ces gens-là qui viennent. En moyenne, on reçoit 80 personnes jour. Et ces gens-là, c'est les sans-voix qui viennent à Taouret Moussa. Donc nous, on n'avait pas peur. 80 personnes jour, toute l'année. C'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu de pèlerinage et il n'y a pas de moyenne d'âge. Du bébé, les parents y ramènent des bébés, des nourrissons, jusqu'à la petite vieille ou le vieux qui a 90 ans. Et on tient des carnets de doléances depuis 98 où les gens, c'est-à-dire marquent, c'est-à-dire leur appréciation, etc. Et on espère que tôt ou tard, ces documents peuvent servir pour des études universitaires pour justement, on parlait du phénomène Matoub. Donc pour revenir aux manipulations et à la crainte du pouvoir, etc., nous, on était sereins. Pourquoi ? Parce qu'on sait qui sont les gens qui viennent chez Matoub. Maintenant, qu'il y ait des jeunes, c'est-à-dire qui sont en colère, qui ont d'autres idées, etc. Parfois légitime d'ailleurs, la colère. Hein. Mais c'est gérable. Parce que tous ceux qui viennent chez Matoub, eux-mêmes deviennent des vigiles.
Très bien. Ils se sentent responsables. Et en 20 ans, nous avons remarqué que le lendemain, par exemple, de l'événement, il y a des centaines de personnes qui dorment là-bas, à même le sol. Le lendemain, ils se lèvent et ils nettoient tout. Donc, il y a un phénomène qui est extraordinaire, c'est-à-dire il y a une communion entre Matoub et son peuple. Pourquoi ? Parce que Lounès, il a toujours été sincère. Même quand il se trompe, il était sincère. Et la population a compris, c'est-à-dire qui il était, et en même temps, le sacrifice qu'il a consenti. Donc, nous, tant que famille, c'est-à-dire on est là comme des gardiens d'une mémoire uniquement, mais on est entouré par l'ensemble des gens qui viennent. Je vois, par exemple, des jeunes qui n'ont pas connu Lounès. Ça fait 20 ans. Hein. Ils ont 20 ans et vous les voyez, des jeunes aussi qui ont 16, 17 ans avec des badges pour assurer la sécurité du site. Les jeunes qui n'ont pas connu Matoub. Matoub, c'est une voix. C'est toujours une voix, c'est pas beaucoup une image. Il y a un enjeu image autour de Matoub. On n'a pas beaucoup de documents d'images parce que c'était un barde anti-institutionnel, il n'était pas sur les plateaux de télé, il était parmi les siens et il enregistrait, c'était qu'une voix. Et la famille aujourd'hui a un enjeu pour essayer de restituer aussi une image. Tout à fait. Parce que Lounès, déjà, il n'était pas vraiment un homme d'image, parce qu'il disait, l'image, elle est facile à manipuler, mais une voix, non. D'ailleurs, il refusait d'être filmé. Et c'est pour ça, c'est-à-dire le seul film qu'il y a eu, c'est le Zénith 95. On va dire, c'est film au standard professionnel. Au standard professionnel, en 95, donc avec 6 caméras, il y avait les angles d'enregistrement, etc. Mais malheureusement, c'est-à-dire ça a été filmé en Betacam, donc au jour d'aujourd'hui, c'est pas conforme aux réalités audiovisuelles de 2018, et la fondation qui est maintenant propriétaire, c'est-à-dire de ces images, parce que le réalisateur en question à l'époque, qui est devenu par la suite mon mari, a fait don de ces images à la Fondation Matoub Lounès. Donc, la Fondation hérite de ces images-là. Et ces images, malheureusement, à l'époque, déjà le public n'était pas filmé. D'un autre côté, au jour d'aujourd'hui, elles ne sont pas en normes. C'est la raison pour laquelle, ce 25 juin, on a voulu filmer, reconstituer quelque part le Zénith de 95. Et Lounès, quand il s'est adressé à son public et à son peuple ce jour-là, je peux vous dire, il y avait une émotion énorme. Les gens pleuraient, les gens, c'est-à-dire, le suivaient on dirait, c'est-à-dire, il est revenu, on l'a fait revivre pour 1h30. C'est extraordinaire, la communion qu'il y avait avec son public. Et nous, on espère refaire cette expérience dans d'autres... Maintenant que vous avez le film aux normes d'aujourd'hui, aux normes techniques d'aujourd'hui, vous pouvez effectivement le projeter et refaire la même expérience de communion entre des images d'un concert et le public aujourd'hui. Je comprends l'émotion qui... Alors, on a parlé de pression, on a parlé de contraintes. Il y a eu des commentaires après coup. Je vais en citer deux, de situations qui peuvent nous interpeller. La visite du ministre de la Culture, qui a interpellé une partie de l'opinion. Et puis, la visite de M. Ali Haddad, qui était... M. Ali Haddad, monsieur le ministre, on peut le dire aussi pour M. Ali Haddad, la télévision, donc ZLTV, était impliquée dans cet événement. Donc, il y a eu un rapprochement avec la télévision pour cela. Quels commentaires vous en faites ? Tu en fais, Malika ? Écoutez, d'ailleurs, je salue ZLTV. C'est-à-dire, c'était courageux de leur part d'avoir accepté le partenariat et de diffuser cet événement en direct sur leur chaîne le 25 juin. Dernier, et donc sans condition, sans préalable ni rien du tout. Au contraire, ils nous ont mis à notre disposition
tout le matériel nécessaire. Maintenant, c'est-à-dire pour ce qui est de la visite, même du Wali de Tizi Ouzou, du ministre de la Culture, du président... Azdin Louhibi a été bien accueilli? Tout à fait. Même sur la tombe, il y avait des visiteurs qui étaient là. Ils ont demandé est-ce qu'ils peuvent prendre des photos avec lui. C'était une rencontre bon enfant. La même chose pour le Wali Tizi Ouzou, la même chose pour Ali Haddad. Et les voix qui vont dire la Fondation Matoub s'est laissée un peu récupérer par le pouvoir. Écoutez, ça veut dire s'ils vont récupérer une fondation au fin fond de la Kabylie, bravo. Hein. Oui. Et en même temps, ça veut dire moi, ce qui me guide dans cette démarche, c'est que nous avons des traditions en Kabylie. Nos traditions, on reçoit quand quelqu'un vient chez vous, vous le recevez. Et il y a un adage qui dit chez nous, même quand vous avez un différend avec une personne, quand il y a une fête ou qu'il y a un enterrement, les gens se réconcilient. Donc il ne faut pas oublier que M. Mihoubi ou Ali Haddad sont venus se recueillir sur la tombe de Lounès Matoub. Oui, et ça veut dire c'est capital. Donc, il y a eu aussi même la visite de Louni Saïd Menguilet, qui est un compagnon de longue date, même il peut y avoir des différends entre artistes, ça, c'est secondaire. Mais une chose est sûre, c'est que moi, en ma qualité de gardienne d'une mémoire, je n'exclus personne. Toute personne qui vient, elle est la bienvenue. Maintenant, nous, on a des objectifs dans cette fondation à réaliser. C'est des objectifs à moyen et à long terme. On va les évoquer dans cette émission, les objectifs, Malika. Alors, on a parlé de l'image et de la problématique image, et il reste la voix. Alors moi, j'ai été choqué en discutant tout à l'heure avec toi d'apprendre que les droits sur ce qu'a produit Lounès Matoub en Algérie ne sont pas protégés et que la famille n'a pas de revenus de tout ce qui se vend en support de Matoub Lounès, et je suis témoin, moi je suis aussi en Kabylie, de la façon dont ça se vend. Comment est-il possible que ces droits-là ne soient pas protégés jusqu'à aujourd'hui? Vous savez, ça veut dire ce qui est extraordinaire, c'est que mon frère est membre de l'ONDA depuis les années 78. Et quand on a vu c'est-à-dire la saignée qu'a subi son œuvre, on s'est rapproché de l'ONDA, où on a même fait des écrits où on interdisait, c'est-à-dire la duplication et la vente de ces CD par les producteurs actuels, parce qu'ils n'ont pas de contrat. Et avec des preuves. Mais vous allez dans n'importe quel magasin, à l'heure où je vous parle, vous allez trouver que l'œuvre, elle se vend. Et qu'il y a des timbres de l'ONDA qui sont collés dessus. J'ai interpellé à maintes reprises l'ONDA là-dessus. Ces éditeurs, il y en a certains qui ont été Kateb, l'ancien DG, en 1995, avait interdit, parce qu'ils ont quitté la profession durant 10 ans. À la mort de Lounès, ils ont repris l'activité et ils ont eu des autorisations de pressage de l'Office national des droits d'auteur. Et le pire dans tout ça, on peut ne pas en parler des 34 albums de son vivant. Mais parlons-en du dernier album, La Lettre ouverte. La Lettre ouverte qui est sortie le 5 juillet. C'était la date que Lounès avait choisie à l'époque. Il n'y avait pas de contrat, ni avec Lounès, ni avec les ayants droit. Et cet album qui a fait des milliers, je dirais même millions d'exemplaires, c'était dans la presse. Quand j'ai demandé les autorisations de pressage à l'ONDA qu'on m'a remis que 5 ans plus tard, à l'époque de Taoussar, eh ben, sachez qu'il y avait 150 CD. Officiellement vendus. Officiellement.
pour demander l'autorisation de pressage, c'est-à-dire c'est 150 CD, donc on veut se foutre de la gueule de qui ? Et en même temps, c'est-à-dire c'est vraiment dommage de voir, c'est-à-dire il y a un vol à ciel ouvert d'un artiste qui a consacré toute sa vie à l'art, qui a consacré toute sa vie à sa poésie. Donc quand on achète aujourd'hui un CD de Mato Blueness, en fait, c'est pas la fondation qu'on aide. Ni la fondation, ni la famille. La famille, elle touche rien là-dessus. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que ma mère, elle a reçu dernièrement un relevé de l'ONDA annuel. Je lui donne 80 000 dinars pour l'année écoulée de 2017. C'est extraordinaire. C'est-à-dire l'œuvre de Matoub, c'est-à-dire elle vaut 80 000 dinars à l'Office national des droits d'auteur. C'est vraiment dramatique. Oui. Et la Fondation a besoin de ressources pour développer les projets dont tu as parlé à moyen et long terme. Alors, il y a le projet notamment qui, moi, en tous les cas, me parle, c'est celui de l'école. Il y a un style matoubien. Il y a un style matoubien typique. Moi, je ne suis pas vraiment berbérophone, même si je suis kabyle de père. Mais quand j'écoute Matoub, je suis complètement en face. Il me parle. C'est le chanteur kabyle qui me parle le plus, notamment à cause de sa touchia du chabi. Et cette spécificité, cette singularité, on peut en faire une école. Bien sûr, parce que Lounès, ce qu'il a réussi, c'est qu'il a pu faire un mix entre la lenteur du chabi et le rythme kabyle, et il a créé un style matoubien. C'est-à-dire quand on écoute Rah el-Ghali Rah et on l'écoute Tsgir Wouliw ou bien Raboul Fkar et nous Darouri faire le qis, c'est extraordinaire. Complètement. Et même des chanteurs du Malouf, etc., c'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans les œuvres. Est-ce qu'il y a de jeunes auteurs kabyles qui ont tenté de reprendre ce style? On a l'impression quand même que c'est une figure qui écrase le paysage. On a peur de se comparer à Matoub. Vous savez, nous, à la Fondation Matoub, il y a 2 ans de ça, on a fait un concours de chant avec c'est-à-dire des professionnels qui ont écouté 70 jeunes amateurs, et on a pu en sélectionner 3 jeunes plus 3 filles. Et il y a un chef d'orchestre qui vient de Paris, d'ailleurs c'est ma nièce, comme certains sûrement ne le savent pas, j'ai des demi-frères, et elle est chef d'orchestre à Paris et elle ne connaît pas un mot de kabyle. Elle a pu, c'est-à-dire sélectionner des titres à Lounès pour en faire un truc symphonique. Et elle va le faire avec ces jeunes-là qui n'ont pas fait d'école de musique. Et depuis 2 ans, ces jeunes-là travaillent avec un grand musicien à Tizi Ouzou, à la Maison de la Culture, pour leur faire apprendre les trucs vocaux, etc. Et nous comptons, c'est-à-dire développer justement cette chose-là. Et d'un autre côté, il y a énormément de textes à Lounès qui sont inédits. Je peux en parler. Qui n'ont pas été mis en musique. Oui. Et il y a aussi des textes mis en musique, mais que les gens connaissent sans qu'ils soient enregistrés. Donc tous ces textes-là, il faudrait qu'ils soient dans une école. Alors, et les mettre à la disposition absolument. Des jeunes. Donc le projet de l'école, avec cette idée que j'ai beaucoup aimée, Matoub Lounès, il a fait l'inverse de Hadj Mohamed Lahanqa. Hadj Mohamed Lahanqa a transféré le terroir kabyle de la musique de la Kabylie vers la Casbah d'Alger et vers le reste de l'Algérie à travers Alger. Matoub Lounès a fait le chemin inverse. Il a importé ce même terroir vers la Kabylie. Tout à fait. D'ailleurs, il aimait dire j'importe des fèves d'Alger, on trible le msfouf bled qbaïl. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une belle allégorie. Et c'est quelqu'un, je me rappelle quand j'étais jeune, quand il y avait Skandarani qui passait avec l'orchestre de l'ERTA, il restait comme un enfant devant un magasin de jouets, devant la télé, et il disait, mais attends, mon rêve, c'est de chanter
sous la direction d'un type comme ça. C'est-à-dire, c'était un amoureux de la musique. Et en même temps, ce qui est extraordinaire chez Lounès, c'est quelqu'un qui ne connaît pas une note de musique. Il travaille à l'oreille. Ça, c'est extraordinaire. Et il était né, d'ailleurs, il est né artiste, il est né musicien. D'ailleurs, il l'a chanté. Il a dit, c'est-à-dire, si c'était pas la chanson, je peux rien faire d'autre. Alors j'ai beaucoup aimé aussi cette anecdote qui montre un peu ses centres d'intérêt aussi. Quand il se faisait arrêter dans les barrages, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils trouvaient comme CD et cassette, à l'époque surtout cassette d'ailleurs. À l'époque de la cassette, les années 85, 86, parce que il était habitué à être arrêté, et quand il regardait dans ses cassettes, il avait le Hajj Mohamed Al-Anqa, il avait Mahboubati, il avait Cheikh Al-Afrit, il y avait Boujma Al-Anqi, c'était extraordinaire. Et en 92, il avait un projet, parce que Lounès, le seul album qu'il a enregistré en Algérie, à Ouled Faït, c'était Regard sur l'histoire d'un pays damné. Et à l'époque, il avait rencontré Selwa. Et avec Selwa, il avait un projet. Il allait lui faire des titres en kabyle et qu'elle, elle devait chanter. Elle devait chanter. Et le projet, malheureusement, n'a pas pu voir le jour, vu les circonstances. C'est les années 90. Oui. Il a été enlevé d'ailleurs en 94. Selwa, ça aurait été un magnifique tandem. Tout à fait. Il a vraiment raté quelque chose. Alors, l'autre projet Malika qui tient à cœur à la Fondation, c'est évidemment celui du musée sur lequel on a envie de prendre des nouvelles. Venir à Taourite et visiter le musée Matoub, ce serait magnifique si ça pouvait arriver rapidement. Vous savez, c'est-à-dire, nous, après l'assassinat de Lounès, avec ma mère, c'est-à-dire tout le patrimoine de Lounès. Et d'ailleurs, nous, on a été élevés dans cet esprit. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il avait, il disait, c'est-à-dire, ça ne nous appartient pas. Ça appartient aux autres. Ça appartient au peuple. Donc, moi, de cet enseignement, je me suis dit, certes, je suis héritière du patrimoine, etc. Mais moi, je n'ai pas le droit de le garder pour moi. Je suis la sœur de Lounès Matoub, mais son patrimoine ne m'appartient pas. Il appartient d'abord à lui et à tous ceux qui l'aiment. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait lancé même l'idée que sa maison soit classée comme patrimoine national pour qu'on puisse par la suite le classer au niveau de l'UNESCO. Malheureusement, il y avait une polémique sur Facebook, sur les réseaux sociaux, disant que si je voulais vendre ça à l'État, etc. Donc, pour le moment, c'est resté encore dans les tiroirs, comme on dit. Et l'idée du musée, parce qu'elle est tellement riche, l'œuvre de Lounès, il a touché à tellement de sujets, il a fait revivre aussi beaucoup de personnalités culturelles et même de la Révolution qui ont été oubliées. Il a dépoussiéré beaucoup de nos traditions et là-dessus, on n'a pas le droit de laisser ça dans des tiroirs. Nous sommes face à une œuvre patrimoniale par excellence. Tout à fait. Il y a aussi, c'est-à-dire, il a des instruments de musique. Par exemple, tous ces instruments de musique, ils sont faits par Chafa. Et là, les gens ont envie de voir. Ces lectures aussi. J'ai des livres Historia qu'il a achetés en France sous forme d'une collection où il a marqué dessus ces œuvres, ces ouvrages appartiennent à la famille Matoub. Ils ne doivent faire l'objet d'aucun emprunt, mais ils peuvent être consultés sur place en cas de besoin, signés par Lounès. Donc, on dirait que c'était promonitoire. C'est le travail d'un archiviste pour un musée. Pour un musée, exactement. Donc moi, j'ai envie de mettre tout ça
à la disposition des miens. Et certains disaient que c'était une déformation par ma formation de quelqu'un qui était de gauche, etc. Mais non, c'est-à-dire moi, il y a l'esprit de la mémoire. Mon frère, il a 7 ans de plus que moi. J'ai toujours grandi avec lui. Je sais ce qui lui fera plaisir et ce qui lui déplaira. Complètement. Le musée, c'est par excellence une manière de réaliser sa mémoire. Sa mémoire et en même temps de vaincre la mort. Complètement. C'est quoi le principal obstacle? Le terrain, le financement? C'est beaucoup plus le terrain, parce que là, on attend des autorisations, c'est-à-dire d'avoir les classes qui sont juste à côté de la maison à Lounès. Donc, c'est les autorisations qui tardent à venir, et on attend ça depuis pratiquement 6 ans. Et c'est énorme. Mais sinon, les financements, nous, la famille, on a décidé, c'est-à-dire que le patrimoine à Lounès, exclusivement, et d'ailleurs même le Zénith 95, les dividendes de ce Zénith, ça serait la première pierre pour lancer le projet. Pour lancer le projet. Parce que, comme on dit en kabyle, c'est-à-dire je ne peux pas aller demander à des financeurs, à des sponsors pour nous aider si nous, on ne met pas. C'est la règle du jeu. Voilà, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, Melika, tu es juriste et tu le sais, tu connais un peu tous ces aspects-là. Alors, voilà, le 20e anniversaire de l'assassinat de Matoub Lounès s'est déroulé en 2018 dans un contexte politique particulier. Il y a la situation de l'Algérie, il y a ce projet de présidence à vie, enfin on ne peut pas l'appeler autrement, du président Bouteflika, 5e mandat. Il est de tous côtés on appelle, enfin dans le pouvoir on appelle à ce qu'il se représente. Ça fait un contexte politique particulier. Il y a des regards évidemment qui se tournent vers la Kabylie, comme toujours. Comment toi tu analyses cette situation-là? Est-ce que tu penses que évidemment, il y a eu entre-temps 2001 le printemps noir, les 126 morts en Kabylie, on peut pas les oublier, c'est du bilan de Bouteflika d'ailleurs. Est-ce que ça pèse déjà sur la famille Matoub, cette responsabilité? Parce qu'il y a eu des émeutes après sa mort en 98, ensuite il y a eu le printemps noir, c'est un peu dans la continuité d'ailleurs. Il y avait déjà une colère qui était dans l'air dans 2001, avant l'assassinat de Massi Nissa. Exact. Et d'ailleurs, oui. Moi je ne crois pas beaucoup au hasard. Quand on voit en 98, il y avait tout un peuple qui était meurtri. C'est-à-dire pratiquement toute la population de Kabylie, elle s'est sentie agressée. Il y a eu plusieurs jours d'émeutes. Avec l'assassinat de Lounès, et n'oublions pas, il y a eu une dizaine de jours d'émeutes. Il y a eu 3 jeunes qui ont perdu la vie à balles réelles en 98, Wali Hamza, Salih Erdouane et Aïtidi Rachid. Et 2001, moi je dirais c'est la conséquence de 98, parce que ça aurait pu éclater déjà en 98, sans, je dirais, la présence d'esprit et la vigilance de la famille, et encore une fois du comité de village, c'est-à-dire on a évité le pire en 98. En 2001, le hasard fait que... Ça se passe au même endroit. Ça se passe au même endroit, à Beni Douala. Et le hasard aussi fait que, quand Germah Massi Nissa a été assassiné à la brigade de Beni Douala, j'étais à l'intérieur de la brigade. J'ai été convoqué pour justement retirer la convocation pour le procès Matoub pour le 5 mai. Melika, tu as entendu la rafale de mitraillettes? J'étais dans le bureau du brigadier. J'étais dans le bureau du brigadier, et quand il y a eu le coup de feu, le brigadier est sorti. Les jeunes qui étaient avec moi, ils ont barricadé la porte parce que je voyais des clashs qui rentraient là où j'étais. Et quand je suis sorti de l'intérieur du bureau du brigadier, j'ai trouvé le jeune homme
gisant dans une mare de sang. Mais l'incroyable dans cette affaire, c'est que la commission Issad ne m'a jamais convoqué. Je viens d'apprendre que tu étais présente. Moi, je le savais de nulle part. Y compris la presse à l'époque, ils ont étouffé le fait que je sois à l'intérieur de la brigade. Et d'ailleurs, quand je suis sortie de la brigade, les gens, les commerçants, parce qu'ils m'ont vu rentrer, ça faisait même pas 5 minutes. Ils ont cru que c'était moi qui étais snipé à l'intérieur. Et donc, au jour d'aujourd'hui, c'est pas une gloire, mais malheureusement, je suis la seule personne avec les gendarmes qui étaient présents, qui peuvent même restituer dessiner comment il était, à quel endroit il était ce jeune, etc., etc. Et donc, ça veut dire après, ça a fait. La continuité est tout indiquée. Voilà. La continuité entre 98 et 2001. 2001, c'était. Et les jeunes, on les voyait, c'est-à-dire même quand il y a eu la grande marche du 14 juin 2001, les jeunes scandaient des chansons à Matoub tout le long du parcours. Et ce qui a suivi 2001, c'est-à-dire 126 jeunes, des morts, il y a eu des blessés, des humiliations, c'est-à-dire tout ça, c'est-à-dire les gens l'ont vécu dans leur chair. Parce que, vous savez, rien ne vaut une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Donc, quand des mères perdent des enfants très jeunes, c'est-à-dire dans une impunité totale, parce qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'impunité est devenue une institution dans notre pays. Donc, on peut rappeler que le général qui était en tête de la gendarmerie nationale à l'époque est resté en poste jusqu'à il y a 3 ans. Il n'a jamais été révoqué. Et je pense que c'était une manière de continuer éventuellement à humilier. Donc c'est une manière, c'est-à-dire il y avait l'avant 98-2001 et l'après. C'est-à-dire la Kabylie, elle s'est sentie agressée dans sa chair. Attendez, il y avait des snipers partout. C'est-à-dire, il n'y a qu'une armée coloniale qui peut tirer sur un peuple. De cette façon, systématiquement. De cette manière, la violence des services de sécurité à cette époque-là, c'est-à-dire, n'avait pas de nom. Alors, et au jour d'aujourd'hui, pour que la Kabylie pense ses blessures, je crois qu'il est temps que les gouvernants, que ceux qui tiennent les manœuvres dans ce pays reviennent à la raison. On ne peut pas se servir de jeunes innocents pour des manœuvres politiciennes ou pour des calculs de siège. Malika, revenir à la raison, déjà. Juste pour revenir à la raison, déjà, est-ce que c'est déjà pas répondre aux revendications historiques de la Kabylie sur l'identité, sur la culture? Il y a eu Tamazight qui a été reconnu, Tamazight ensuite qui est devenu une langue officielle, nationale et ensuite officielle. Aujourd'hui, le projet de l'installation d'une académie de Tamazight. Est-ce que c'est pas déjà un premier pas? Qu'est-ce qui manque de l'autre côté? C'est quoi? C'est les droits, c'est les libertés, c'est quoi? Quelque chose qui ressemblerait plus à ce dont sont privés les autres Algériens? Vous savez, ça dure, on aurait pu éviter tant de larmes et tant de sang. Parce que là, ce n'est que revenir à l'authenticité de ce pays. C'est-à-dire, c'est quelque part, c'est corriger l'histoire de ce pays. C'est-à-dire, Tamazight, l'officialisation de Tamazight et tout ce qui est en train de se faire, ça devait être fait depuis 62. On peut ajouter Yennayer qui est devenu journée. C'est-à-dire, on a pris beaucoup de retard, mais il vaut mieux tard que jamais. Mais d'un autre côté, il y a une jeunesse, et je parle de cette jeunesse kabyle, mais elle s'applique aussi à toute la jeunesse algérienne. La jeunesse, notre jeunesse, est une jeunesse vieille. Et cette jeunesse, elle a envie d'une chose, c'est de vivre
pleinement leur jeunesse sans artifice, sans manipulation. Parce que l'ère des années 70, 80, 90 est dépassée. Les jeunes de maintenant, ils sont à l'ère de l'Internet, à l'heure où tout se sait à la seconde près. Donc il faut que les politiques, les gouvernants suivent le rythme où va le monde. Parce que là-dessus, sinon, c'est pas uniquement la jeunesse, parce que la jeunesse, on est en train de la perdre, soit dans des barques, soit à travers tous les visas d'études, etc. C'est-à-dire, l'Algérie, elle est en train d'être dévitalisée des meilleurs. Absolument. Et si on ne prend pas conscience, on va perdre autre chose. On va perdre l'Algérie. Alors, perdre l'Algérie, c'est peut-être un des phénomènes post-Printemps Noir 2001. On est tous d'accord pour dire que la répression qui n'a jamais été reconnue et réprimée et assumée par le pouvoir, parce qu'il aurait fallu qu'il y ait des sanctions. Après 2001, 126 morts, on peut rappeler des centaines de jeunes qui ont été blessés. Le phénomène autonomiste en Kabylie est né. Le MAC, aujourd'hui, est une problématique sur le terrain. La scène sur l'offre politique, dans l'offre politique en Kabylie, par exemple, le jour de la commémoration, il y avait des drapeaux du MAC à Taourit, et donc comment la famille deal avec cette nouvelle donne? Est-ce qu'elle est devenue réellement pesante? Il faut tenir compte. Je sais que la famille a déjà eu quelques problèmes avec les partis politiques institutionnels, mais aujourd'hui on est presque dans une situation où on regrette une partie des partis politiques institutionnels parce qu'ils étaient dans un projet qui est peut-être plus intéressant pour l'Algérie que le projet du MAC. Vous savez, c'est-à-dire si on veut parler terre à terre de l'autonomie, moi je crois que... c'est devenu l'indépendance aujourd'hui. Qui est devenu par Farhat l'indépendance. Parce que l'autonomie, les villages kabyles, chaque village est autonome par rapport à un autre village. Il a son mode de vie, son mode de fonctionnement. C'est-à-dire la Kabylie, elle s'est toujours autogérée. Avec les traditions, avec d'ailleurs... il y a une revendication, Malika, il y a une revendication précise. Mais je vais y arriver à ça. Je me rappelle quand il y a eu les Français qui sont arrivés en Kabylie. 1858. Tout à fait. Et quand ils ont installé les tribunaux, ils ont vu qu'il n'y avait pas de gens qui se présentaient devant les tribunaux. Ils ont été voir Cheikh Mohamedou Hussein, ils lui ont dit mais pourquoi vous n'avez pas de conflit en Kabylie? Il a dit si, on a des conflits, mais on les règle avec Tajmaïs. Ils disent comment vous faites? Il dit c'est bien quand on a une personne déraisonnable et une personne raisonnable qui se présente, on prend plus du côté du raisonnable pour que celui qui n'est pas, qui a raison, c'est-à-dire... Et là, on lui pose la question, quand vous avez deux personnes qui sont toutes les deux déraisonnables, qu'est-ce que vous... Mais ceux-là, on vous les envoie. D'accord. Alors, il y a quand même une revendication, Malika. Il y a quand même une revendication. Je vois, c'est-à-dire, il y a une chose. Farhat Mehni a décidé de créer, c'est-à-dire son mouvement. C'est-à-dire, c'est une organisation politique, comme une autre organisation politique. Mais une chose est sûre, il n'a pas le monopole de la kabylie. Et il n'a pas le monopole en Kabylie. Maintenant, nous, à la Fondation Matoub, on leur a toujours dit, vous avez le droit de venir en quantité et déposer vos gerbes de fleurs. Vous êtes reçus, il n'y a pas de problème, vous avez le droit. Et c'est au débat politique, avec les partis politiques existants, d'en débattre. Et d'ailleurs, le débat manque énormément. Mais une chose est sûre, nous interdisons toute récupération politique ou autre. Donc, il y a énormément de militants qui l'ont compris. Maintenant, les récalcitrants,
ils auront affaire pas seulement à la famille Matoub ou à la fondation Matoub, mais ils auront affaire au village. Parce que le village est souverain. Il n'y a personne qui peut venir et faire sa java. Et d'ailleurs, moi, à maintes reprises, j'ai interpellé M. Mhenni pour lui dire il faut cesser ces récupérations. Parce que ça ne sert ni son mouvement, encore moins la Kabylie. Quant à la mémoire de mon frère, vous savez, c'est-à-dire, il y a aussi des récalcitrants de Matoub. Ces jeunes-là, c'est-à-dire, je les retiens pour qu'ils ne leur donnent pas une tannée. Oui. Parce que nous, on a un principe. On est contre la violence. D'où elle vient. On ne veut pas en arriver là. Et Matoub Lounès vivant aujourd'hui, il n'aurait pas été indépendantiste. Il n'aurait jamais suivi Farhat. Parce que ils avaient... Même après les morts de 2001 peut-être qu'il n'y aura pas eu de mort en 2001. Parce que Matoub, il avait d'ailleurs la lettre ouverte. Beaucoup prennent Douassen Sherrik Tamour, etc. Lounès, depuis 92, d'ailleurs, il était passé sur Arte et c'était Feu Nordin Saadi qui l'avait soutenu. Il n'a pas été soutenu par les siens quand il avait parlé du fédéralisme en Algérie. Mais c'est son idée d'artiste, d'homme de culture, mais sans plus. Et Lounès, qu'il disait dans la lettre ouverte, moi, ce que je cherche, parce qu'à l'époque, Tamazight n'était ni officiel, ni national, etc. Et son combat, lui, il a toujours dit « Je me battrai jusqu'à l'institutionnalisation et la constitutionnalisation de Tamazight dans mon pays ». C'est-à-dire, c'était un acharné de Tamazight. Et il disait « Il était pour l'horizontalité. C'est-à-dire il faut faire un travail. Et d'ailleurs, c'est maintenant que le travail commence pour Tamazight, parce qu'on est au début de quelque chose d'extraordinaire. Et Lounès, en 1994, il avait salué, et c'était minime, le HCA. Il l'avait salué dans un de ses textes. C'est-à-dire chaque espace qui a été arraché par Tamazight, il le saluait. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, au Conseil à la Mazérité. Hein. Moi, j'invite Farhat à ne pas devenir Madame Soleil et faire parler les morts. Malika Matoub, tu as été militante. Tu étais militante dans le mouvement à la fin des années 80. Tu es politisée, tu as une vision, tu as ton regard, etc. On a quand même le sentiment qu'en Kabylie, après 2001 et les années qui ont suivi, le MAC s'est développé sur l'idée que c'était plus possible d'attendre le reste de l'Algérie, qu'elle n'arrivera jamais à faire le saut démocratique et que finalement la Kabylie est plus prête à faire ce saut-là et que plutôt que de se battre pour les droits démocratiques des autres Algériens, il y avait plus intérêt à ce que les Kabyles se battent pour leurs propres droits et créer un état de droit dans un espace géographique qui s'appellerait la Kabylie. Est-ce que toi, Malika Matoub, c'est à toi que je pose la question, Malika, tu crois toujours en un projet démocratique algérien ? Ah oui, j'y crois profondément, mais c'est-à-dire la Kabylie, elle s'est sentie seule en 2001. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire notamment le 14 juin à Alger. Le 14 juin à Alger, les Kabyles, la Kabylie qui s'est déplacée contre la Hogra, contre l'impunité, contre les passe-droits qui étaient, c'est-à-dire des revendications, je dirais, de toute l'Algérie. Et malheureusement, ils ont reçu un accueil de la population algéroise qui est déplorable. Et en même temps, y compris le reste de l'Algérie, c'est-à-dire elle s'est retrouvée seule et isolée. Or que la Kabylie, elle a toujours répondu présente quand il y avait des dénis d'opinion, quand il y avait des arrestations, etc. Mais tu restes optimiste. Mais une chose est sûre, c'est que
à l'ère, ça c'est mon point de vue, on est dans une ère de globalisation, au contraire, c'est-à-dire dans les pays autres que notre pays, par exemple, je prends le cas de l'Europe, etc., ils essayent de construire l'Union européenne contre vent et marée. Et nous, il faut continuer à lutter, et j'ai espoir. C'est-à-dire, il faut continuer à lutter pour une Algérie démocratique, plurielle, une Algérie tolérante, une Algérie où il y a le droit de vivre librement avec ses opinions, avec une démocratie, comme disait Lounès, une démocratie majeure. Et pour une Algérie meilleure et une démocratie majeure. C'est dans une de ses chansons. C'est dans une de ses chansons. Et maintenant, c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire qui ont fait le système depuis 62, je crois qu'il est temps. Hein? Oui. Parce que au jour d'aujourd'hui, il y a une jeunesse, et il y a même je suis sûr, même dans les autres régions d'Algérie, il y a un volcan. Parce que les gens en ont marre. Malika Matoub, est-ce qu'un des obstacles pour cette Algérie démocratique qui est au cœur de nos aspirations, c'est pas aussi l'enjeu des années 90, des crimes qu'il y a pu y avoir, et l'impunité et le silence? Vous êtes, la famille Matoub, frappée parmi des milliers de familles algériennes par la question de l'impunité, de ne pas savoir qui a fait du mal qui vous a fait du mal. Vous savez, c'est-à-dire le mal, il est profond. C'est que, vous savez, c'est-à-dire ce qui est primordial dans un pays, c'est le droit à la vie. Et quand on vous ôte la vie dans une impunité totale et que c'est érigé en institution, comment voulez-vous qu'il y ait des gens qui vont lutter pour... comment voulez-vous qu'on en parle du droit d'expression, du droit d'entreprendre, du droit à l'alternance, des droits démocratiques? Or que le droit primordial, c'est le droit à la vie. Et celui-là, on nous l'a ôté. Alors, quand même, l'espoir d'une vérité sur ce qui est arrivé, il demeure toujours. Le procès qui s'est déroulé, la famille ne le reconnaît pas, et vous avez engagé une action pour rouvrir le dossier. Vous savez, c'est-à-dire, je reprends toujours une phrase de Lounès dans toutes ses interviews, et il disait « l'espoir nous est permis ». Parce que si on n'a pas d'espoir, il faut un suicide collectif. Et tant qu'il y a des hommes et des femmes conscientes qu'il faut que ça change, peut-être pas pour notre génération, mais pensons-en à nos enfants. Et je suis sûre que l'impunité ne peut pas être une institution. C'est la justice, c'est la vérité. Et d'ailleurs, ce mot vérité, il est extraordinaire dans la langue kabyle, puisqu'il n'a pas de pluriel. Il s'appelle une seule vérité. Une seule vérité. Et il faudrait que nos gouvernants, que les hommes politiques de tous bords arrêtent de jouer ou de jouir des privilèges que leur offre leur statut, et de s'occuper des idéaux dont beaucoup se sont sacrifiés dans ce pays, à commencer par Aben, Krim, et j'en passe, les 80, les 88, 2001, 98, Lounès, les victimes du terrorisme. C'est-à-dire l'Algérie, elle a été meurtrie dans sa chair. Et au jour d'aujourd'hui, on a besoin de paix. Et pour avoir la paix, il faut qu'il y ait la justice, une justice forte, qui frappe et qui rend la justice
pour les gens qui en ont besoin. On ne peut pas construire sur du faux. On ne peut pas construire une nation ou un pays sur l'impunité. Même s'il y a demain, je peux peut-être arriver à avoir une certaine force d'âme pour pardonner, mais il faut mettre un visage sur les coupables. Sur les coupables, tout à fait. Malika Matoub, on est arrivé à la fin de cet entretien. C'était très, très émouvant et très instructif. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de Radio 1. C'est un honneur pour moi et merci de m'avoir invité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.